Bonjour les ferrovipates, les amateurs de tram, modèles réduits et réels. Aujourd'hui à Louisonville, c'est une vidéo un peu technique que je vais faire. Je vais vous expliquer comment j'ai géré les coulisses, les gares coulisses, de façon à ce que lorsqu'un train rentre dans un tunnel, ce soit un autre qui en sorte là-bas, à l'autre bout, tout au fond, là-bas. Alors nous allons suivre cette rame corail qui va s'engager dans le tunnel au fond là-bas. Voilà, elle est engagée. Et on va aller la récupérer de l'autre côté. Qui s'en va sur la voie de garage numéro 1 et elle déclenche le départ du train à côté et s'arrête. Et ainsi de suite. Alors, détail important aussi, je suis en analogique. Donc, je ne sais pas si tout ça pourra s'appliquer au numérique. Alors, comment que ça fonctionne? Bon, c'est relativement simple. Je vais vous expliquer ça ici. Sur la voie, chaque voie, il y a un ILS. On va le voir ici. Voilà, ici, l'autre là. On va remettre cette machine à sa place. Sous chaque locomotive, il y a un aimant. Pour les aimants, j'ai opté pour les aimants au néodyme, qui sont beaucoup plus fiables et puissants que les aimants noirs que l'on trouvait avant. Donc la machine passe ici, elle envoie une impulsion à la batterie de relais qui sont là-bas, ce qui fait que la rame d'à côté démarre, tout pendant que le temps que celle-ci continue à avancer jusqu'à la zone de coupure ici. Ce qui crée d'ailleurs une légère chute, une augmentation d'intensité absorbée, puisque les deux machines roulent en même temps. Donc celle-là aura tendance à ralentir un petit peu et celle-là sera un petit peu moins violente au démarrage. Alors par contre, concernant les aimants, je le disais tout à l'heure, ce que j'ai quand même fait, j'ai pris la précaution déjà d'éloigner la coupure de l'ILS, de façon à ce que le train ne s'arrête pas ici et que l'aimant ne vienne pas perturber l'ILS. Il faut qu'il dégage. C'est la zone dont je viens de parler qui fait que les deux machines roulent en même temps. J'ai toujours essayé de poser les aimants le plus loin possible sur l'avant de la machine. Tel cette 25100, pardon, tel par exemple sur cette bébé Rocco où j'ai mis un aimant néodyme rectangulaire mais complètement sur l'avant de la machine. Ici, sur cette bonne vieille 22000 Rocco qui fonctionne comme une horloge, je l'ai mis ici, pareil, en essayant au plus loin. Ce que j'ai fait aussi, j'ai retiré sur la majorité des machines que j'ai pu, j'ai supprimé les bandages. J'ai trouvé des essieux sur d'occasion ou chez les fournisseurs, on en trouve des essieux non bandagés de façon à ce que là aussi on n'ait pas de perturbation, que ce soit surtout le dernier essieu qui soit capteur. Sur celle-ci, elle n'a pas de bandage non plus. Sur celles qui ont des bandages et que je n'ai pas pu remplacer, je me suis arrangé pour que le dernier essieu soit capteur. J'ai déplacé la position des essieux, voilà. Le but, c'est toujours que la machine aille s'arrêter le plus loin possible de l'aimant. La 68 000 Rocco, pareil, elle a plus de bandage et là, pareil, l'aimant est placé en tête, devant. Voilà, ça je l'ai fait suite à un incident que j'ai eu avec le l'Y 8000 Rocco, le yo-yo Rocco.
dont le moteur est assez puissant, l'aimant du moteur est assez puissant et il déclenchait seul le, son impulsion sur l'ILS. Et résultat, quand mes coupures étaient trop près de l'ILS, le yo-yo s'est arrêté par là et a maintenu le LS en position. Et à l'époque, je travaillais sans station capacitive et résultat, j'ai grillé et l'ILS et un moteur d'aiguillage. Concernant les aiguilles de sortie des gares cachées, elles sont toutes démotorisées, talonnables, libres. J'ai préféré cette solution-là. On voit bien ici, hein, c'est libre, ça tourne tout seul. J'ai préféré cette solution-là parce que je ne roule dans ces parties-là que dans un seul sens de marche. Donc je ne voyais pas l'utilité de mettre des moteurs. Ce sont des aiguillages que j'ai trouvés à droite à gauche, d'occasion, que j'ai bricolés, comme je fais beaucoup. J'achète beaucoup d'occasions, même les locomotives, et puis j'ai un grand plaisir à les démonter, à voir ce qu'il y a dedans, à les bricoler, à les arranger, quoi. C'est aussi ça, ma conception du modélisme. Alors ici, on voit un ILS qui est en sortie de gare. J'expliquerai un peu plus loin à quoi il sert. Et sur toutes les gares cachées, ici on a en dessous la gare cachée 5 voies numéro 2. C'est pareil, on a un ILS qui doit être quelque part plus loin là-haut. Ici la gare cachée numéro 1, 5 voies. Et l'ILS de sortie, il est là. Je vais expliquer un petit peu plus loin à quoi ça sert. Donc, concernant le module de gestion, le voilà ici, avec ici des relais monostables à double circuit, ici des relais bistables, eux aussi à double circuit. Alors, quand la machine passe sur l'ILS, on ferme le contact là-bas et on vient donner une impulsion au relais monostable ici, qui lui va commander la position de l'aiguillage de la voie d'à côté par l'intermédiaire d'une station capacitive ici. Les stations capacitives, au départ, j'avais pas fait trop attention à ça, comme je le disais tout à l'heure, mais en fait, c'est indispensable, je trouve. Ça protège bien les aiguillages. Celle-ci, je l'ai montée moi-même d'après des plans trouvés sur le net, sur le club de Nice. Oui, c'est ça, sur le club de Nice, ils fournissent un plan. C'est très facile à monter maintenant. Bon, on en trouve aussi des toutes faites dans le commerce, mais moi je préfère les monter moi-même. Toujours pareil, la recherche de faire soi-même, le modélisme, quoi. Voilà. Alors pour en revenir ici, donc, premier contact du relais monostable vers la commande, la bascule de l'aiguillage. Deuxième contact du monostable qui envoie une impulsion à une des deux bobines du bistable. Cette bobine va alimenter la voie de démarrage, c'est-à-dire que le train est rentré tout à l'heure sur la voie numéro 1, on a reçu l'impulsion, l'aiguillage a basculé vers le 2, et la bobine d'alimentation de la voie numéro 2 tout en haut là-bas de la voie de stockage va fermer et le train va pouvoir partir. Et ainsi de suite, numéro 1, numéro 2, numéro 3, comme ça. L'ILS qui est tout au fond là-bas dont j'ai parlé va servir ce relais-là. Et ce relais-là va faire quoi? Va alimenter la deuxième bobine des relais bistables de façon à couper toute alimentation là-bas une fois que le train sera sorti. Si bien que si par manœuvre ou une chose comme ça, un autre train rentre, il s'arrêtera obligatoirement au bout là-bas. Il ne traversera pas directement. Et j'ai la possibilité de piloter ici, par ce petit pupitre-là, des aiguillages manuellement. Je peux reprendre la main sur l'aiguillage numéro 1 de la voie 3, 4 et je désactive à chaque fois. D'ailleurs, on va le voir ici, quand je désactive, voilà, le relais est alimenté. Ça, c'est indispensable. C'est indispensable. On a un autre relais ici qui, lui, coupe aussi toutes les alimentations
tant que le canton de sortie suivant est occupé. J'ai une détection d'occupation de canton par consommation de courant. Pareil, ça j'ai dû récupérer sur le club de Nice aussi d'ailleurs, j'ai récupéré le montage des... Alors ici, j'ai monté un petit régulateur qui me diminue la tension de façon à ce que les trains n'arrivent pas trop rapidement dans la gare. La tension sur les voies ici doit être de 10 volts à peu près sur la circulation, et j'ai dû le descendre aux alentours de 8 volts sur les voies de garage, de façon à éviter les arrêts trop brusques ou les démarrages trop intempestifs, sachant que chaque locomotive ne roule pas non plus toutes à la même vitesse. Alors évidemment, ce montage, c'est un montage basique, hein, c'est de l'électromécanique. Aujourd'hui, à notre époque, il y a l'informatique, il y a des logiciels qui remplaceraient très bien ce montage. À l'époque, il y a 12 ans de ça, moi je voulais pas entendre parler de l'informatique parce que j'en avais beaucoup trop bouffé lors de mes dernières activités de travail et je voulais pas remettre le nez là-dedans. À l'époque, Arduino, je pense, peut aussi faire remplir toutes ces fonctions. Il y a 12 ans, j'ignorais totalement ce qu'était un Arduino. Je ne sais même pas si ça existait. Peut-être si, je ne sais pas. Mais j'ignorais totalement l'Arduino. Mais je ne pense pas non plus que je m'y serais aventuré parce que faire de la programmation, ça fait partie du modélisme, certes, à notre époque, oui, surtout. Mais moi, je suis resté à faire mes montages basiques, comme je le dis. C'est aussi, ça fait partie de ma conception du modélisme. Faire beaucoup soi-même, rechercher soi-même, se creuser la tête, des fois un peu plus que la tête même. Euh, euh, chercher, puis faire et avoir la satisfaction d'avoir fait. Moi, ces modules-là, j'en ai donc 5-6 sur le circuit. Ça fonctionne, je suis content, ça fonctionne. Donc ici, sur le pupitre de commande, je retrouve la possibilité de prendre la main, c'est-à-dire sur la gare cachée 4, là, sur laquelle on a travaillé tout à l'heure, on a bien les 4 voies. Je peux reprendre la main sur la gare cachée numéro 1, qu'on a vu tout à l'heure, qui est en dessous. Je peux reprendre sur la gare cachée numéro 2, de l'autre côté, qu'on a aperçu tout à l'heure. Je peux reprendre ici derrière sur la gare cachée numéro 3 qui se trouve dans le local derrière. Pour les autres gares cachées à 2 voies, j'ai pas jugé nécessaire de ramener euh, un répétiteur sur le tableau. Donc je peux quand même garder la main à distance sur ce qui se passe. Je peux travailler en automatique ou en manuel. Alors je précise aussi qu'avec ce jeu d'alternance des circulations des trains dans toutes les gares cachées, une rame, la rame numéro qui est rentrée sur la voie numéro 1 ici, quand tout le cycle aura été bouclé de circulation, elle reviendra ici à sa place sans faire un arrêt en gare, sans manœuvre, sans rien, en circulant tout le temps en automatique. Elle reviendra ici à sa place dans 20 minutes. Chaque train, les 17 rames qui peuvent circuler, aura fait son tour, chacun à son tour. Donc c'est sympa comme truc, quoi. Alors l'avantage aussi d'une gare cachée, bon j'ai la place, faut reconnaître ce qui est, c'est pas le cas de tout le monde, c'est que pour faire du ménage c'est impeccable. Il suffit de prendre le petit blaireau et l'aspirateur, n'est-ce pas? Et puis voilà, on fait du nettoyage sur place ici, comme ça, voilà. Voilà. C'est très très pratique, hein. On le fait en bas, on le fait en haut, voilà, comme ça. Ça marche. Alors, au travers de cette vidéo, j'aimerais préciser aussi que il ne faut pas s'arrêter, faut pas buter sur certains obstacles. Euh, de nos jours, on a des grands moyens avec le net, les forums et tout ça, de démarrer le train, surtout
pour ceux qui veulent démarrer, on peut y aller progressivement. Il suffit de ressortir la vieille boîte Jouef qui traîne dans le grenier ou chez le tonton, et puis de refaire un petit circuit, et puis de s'y remettre, quoi. Il y a toujours possibilité. Maintenant, effectivement, il faut regarder aussi les prix. Quand on voit les prix du matériel neuf maintenant, c'est aberrant, ça devient grave, je dis grave, parce que ça n'est réservé qu'à une certaine catégorie de gens, quoi. Donc, on peut démarrer simplement avec un vieux transfo Jouef, puis après, ben, on cherche, on fouille, on se débrouille un petit peu. La débrouille, quoi. C'est ça que je défends beaucoup aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que le modélisme ferroviaire a pris le bâton pour se taper dessus, euh, vu les prix, les tarifs pratiqués, quoi. Maintenant, bon, c'est sûr qu'avec l'informatique et tout, il y a moyen de faire des choses magnifiques. Il y a des réseaux qui sont beaux, tout automatisé, tout fonctionne. Bon, c'est bien, quoi. Voilà. Bon, ce sera ma conclusion pour aujourd'hui. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. La prochaine, je la ferai peut-être, tiens, sur le pont tournant, comment je l'ai aménagé et comment j'ai géré justement les voies sans avoir un interrupteur. Quand le pont est placé en face le pont, j'ai pas d'interrupteur à manœuvrer, rien du tout pour sortir les machines. Voilà, bah c'est une idée. Ce sera peut-être pour la prochaine vidéo si l'inspiration m'en vient. Au revoir à tous.